Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui se lit presque comme un thriller psychologique. Un thriller sur la mémoire et sur le pouvoir. C'est le récit d'une femme. Une femme qui n'a pas seulement été quittée, mais qui a été méthodiquement effacée de l'histoire. C'est ça. Notre sujet, c'est Marie-Dominique Cuglioli, la toute première épouse de Nicolas Sarkozy. On a ici un document qui retrace tout son parcours. De l'ombre à la lumière, en quelque sorte. Exactement. De l'effacement à la reconquête de sa propre voix. Et notre mission ici, elle est double. D'abord, bien sûr, comprendre son parcours intime. Oui. Mais surtout, et c'est ça qui est passionnant, c'est de décortiquer les mécanismes derrière. La construction d'une narration politique. Comment on fabrique un récit. Voilà. Comment on fabrique un récit public. Et la question qui est plus troublante encore. Qui on doit faire disparaître pour que l'histoire soit parfaite? Alors, commençons par le début. La rencontre. D'accord. On est à la fin des années 70. Lui, Nicolas, il a 23 ans. Et le portrait qu'on en fait, c'est celui d'un jeune avocat déjà dévoré par l'ambition. Une boule d'énergie. C'est ça. Une boule d'énergie nerveuse, qui parle vite, qui séduit, qui veut tout de suite. Et elle, Marie-Dominique, elle a 25 ans. Et elle est presque son opposé parfait. Discrète. Très discrète, issue d'une famille corse, catholique, très stable, très respectée. Et attention, il n'est pas question d'un coup de foudre de roman. Non. Le récit, il parle plutôt d'un moment suspendu entre curiosité et stratégie. C'est une dynamique fascinante, ça, dès le départ. On a vraiment deux archétypes qui se rencontrent. Ah oui? Oui, lui, c'est le jeune loup qui sent qu'il a besoin d'un ancrage, de ce que le document appelle en vernis bourgeois. Pour polir son ambition. Exactement. Une ambition qui pourrait paraître un peu trop brute sinon. Et elle, justement, elle représente cette stabilité, cette responsabilité. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'elle y trouve, elle? Le témoignage suggère qu'elle est à la fois fascinée et rassurée par cette énergie. D'accord. Elle voit en lui un avenir, une force qui va construire quelque chose de solide. Et c'est pour ça que leur relation, elle est décrite tout de suite comme un pacte tacite. Un pacte tacite. C'est fort comme expression. Oui, ce n'est pas dit, mais c'est compris. Il lui offre un monde à conquérir, et elle lui offre une base arrière impeccable. Une image de sérieux qui, à ce moment-là, lui est indispensable. Et ce pacte, en fait, il se cristallise dans le mariage. Ce qui est frappant, c'est que la demande en mariage, elle n'est pas du tout présentée comme l'aboutissement d'une passion. Non, c'est presque un acte de management. C'est ça. On a l'impression d'un homme qui coche une case sur sa liste. Oui, la to-do list du parfait ambitieux. Voilà. Le texte est très clair là-dessus. L'alliance qu'ils échangent, c'est celle d'une ambition partagée. Lui, il vise le pouvoir politique. Elle cherche la stabilité d'un foyer solide. On parle vraiment d'un amour stratégique. C'est un concept puissant. Oui, bien avant même que cet amour ne devienne un amour blessé. Et on retrouve cette ambiance au mariage lui-même en 1982. Cérémonie sobre, bourgeoise, sans faste. Mais il y a un détail qui est rapporté et qui est incroyable. Lequel? Lui, le jeune marié, il passe son temps à serrer des mains, à sourire. Pas comme un homme heureux, mais, et je cite, comme un élu en campagne. Ah oui, quand même. Il n'endosse pas le rôle du mari, non. Il ajoute un nouveau costume à sa panoplie. Le personnage public prend déjà complètement le pas sur l'homme privé. Le décor est planté. Exactement. Et ce décor va devenir essentiel pour toute la suite. Alors, il s'installe à Neuilly-sur-Seine, la ville qui va devenir son fief. Deux fils naissent, Pierre et Jean. Et Marie-Dominique, elle, fidèle à son éducation, fidèle au pacte, Elle se plonge dans son rôle de mère. corps et âme. Elle est la gardienne du foyer, celle qui assure que tout est parfait. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque, les années 80. Le rôle de l'épouse d'un homme politique, surtout à droite, était très très codifié. On attendait d'elle la discrétion. Oui, discrète, élégante, dévouée à sa famille. Une sorte de Michelle Obama avant l'heure, mais sans la carrière et sans la parole publique. Et elle joue ce rôle à la perfection. Sauf que, pendant qu'elle construit ce foyer, lui, il construit sa carrière. Et les deux chemins, ils divergent. Radicalement. Il est avocat, puis il est élu, il devient maire. Les réunions s'enchaînent, les dîners, les déplacements. Il rentre de plus en plus tard. Et le dialogue se réduit. À quelques banalités. Une distance s'installe. Le document la décrit comme une poussière invisible qui se dépose sur tout. C'est une très belle image. Elle sent qu'il s'éloigne. Elle tente d'organiser des choses, des week-ends, des moments à deux, mais il est
ailleurs, toujours pressée. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La véritable fracture, et le texte insiste beaucoup là-dessus, elle ne commence pas avec une autre femme. Non, elle commence bien avant. Bien avant. Dans cette indifférence installée, cette terrible solitude à deux, elle devient une fonction, l'épouse parfaite dont on attend tout. Sauf d'avoir une opinion. Tout, sauf d'avoir une opinion ou des besoins propres. Elle glisse lentement dans ce que le récit nomme l'invisibilité conjugale. Elle n'est plus une partenaire. Elle est un élément du décor. Absolument. Et elle le verbalise des années plus tard à une amie avec une phrase d'une tristesse infinie. Elle dit « J'étais là, mais il ne me voyait plus ». C'est terrible. J'étais son décor, une figure de stabilité qu'on montre, puis qu'on range. On a donc ce tableau, cette solitude qui s'installe en privé, mais à quel moment ça bascule? Ah, le point de bascule. Comment cette fracture intime devient une humiliation publique? Ce qui est particulièrement cruel, c'est que ça ne se passe pas en privé. Ça se passe par écran interposé, à la vue de tous. D'accord. Les rumeurs commençaient déjà à circuler. Le nom de Cécilia Attias, qui était l'épouse du célèbre animateur Jacques Martin, Bien sûr. est de plus en plus associé à celui de Nicolas Sarkozy. Marie-Dominique entend des choses, elle sent que quelque chose cloche, mais elle n'a aucune preuve. Jusqu'à ce fameux soir de 1988. Elle est chez elle. Elle allume la télévision. Et là, en direct, elle voit son mari, Nicolas Sarkozy, en tant que maire de Neuilly. Célébrer un mariage, Oui, il officie avec un immense sourire, un sourire éclatant, dit le texte, et les mariés sont Jacques Martin et, Cécilia. Oh là là, la scène. pour Marie-Dominique, qui regarde ça depuis son salon, c'est un coup au cœur, une déflagration. Il faut analyser la violence symbolique de cette scène. Ce n'est pas juste un maire qui fait son travail, c'est une mise en scène. une déclaration. C'est une déclaration muette, une humiliation publique glaciale. Pour elle, c'est la certitude, la instantanée, qu'elle ait été remplacée bien avant d'être quittée. C'est d'une cruauté. C'est d'une cruauté psychologique inouïe. Et quand elle le confronte après ça, que se passe-t-il? On assiste à une dynamique de pouvoir, classique malheureusement. Face à ces questions, il nie, en bloc, Il s'énerve. et il retourne la situation contre elle. C'est ça. Il utilise l'arsenal bien connu. Tu imagines des choses, tu es fatigué, tu veux me freiner. Du gaslighting pur et simple. Le problème, ce n'est pas lui, c'est elle. Donc on n'est plus dans le registre de la simple infidélité, c'est autre chose qui se joue. Exactement. Le texte parle d'un changement de scénario. Marie-Dominique, la femme discrète, l'épouse traditionnelle, elle ne correspond plus à l'image qu'il veut projeter. Elle est devenue la femme d'hier. La femme d'hier dans une communication calibrée pour demain. Elle est devenue un handicap pour le storytelling qu'il est en train de construire. Leur séparation devient effective, même si le divorce ne sera prononcé qu'en 1196. Et là, une nouvelle phase commence. Peut-être la plus insidieuse. Oui. Ce que le récit appelle l'oubli programmé. Elle n'est pas seulement mise de côté, elle est activement effacée. C'est une stratégie de communication politique appliquée à la sphère privée, en fait. Pour que le nouveau récit fonctionne, il faut que l'ancien disparaisse. Il faut effacer le premier chapitre. Et son personnage principal avec. Les exemples concrets sont édifiants. Son nom commence à disparaître des biographies officielles. Ou alors il est relégué à une note de bas de page. Les journalistes qui le suivent reçoivent des consignes implicites, pas la peine de mentionner la première épouse. Les photos de leur mariage, Introuvable. introuvables dans les archives des agences de presse. C'est un effacement méthodique. Le texte va jusqu'à dire qu'elle en vient à se demander si elle a vraiment existé. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas de la paranoïa. C'est une stratégie bien huilée. L'information, à l'époque, avant Internet, était bien plus contrôlée. Oui, bien sûr. Effacer quelqu'un du récit public, c'était beaucoup plus réalisable qu'aujourd'hui. Et l'effacement est aussi social. Les invitations se raréfient. Les amis communs qui disparaissent. Exactement. Elle se retrouve de plus en plus isolée. Oui, et le document utilise une image très forte. Elle n'est plus un chapitre qu'on a tourné. Elle est devenue une rature. Une rature. Une rature. Ce n'est pas une omission. C'est un acte volontaire pour rendre quelque chose d'illisible. On n'a pas seulement enlevé la photo, on a brûlé le négatif. Et face à cette machine, elle choisit le silence. Pendant des années. Par dignité d'abord, et surtout pour protéger ses deux fils. Elle encaisse en silence.
Un silence qui va durer près de 20 ans. C'est énorme. Elle le voit devenir ministre, puis président. Et pendant tout ce temps, elle reste ce fantôme. Mais il y a toujours un déclic. Toujours. Et ce moment est raconté très précisément. Un jour, des années plus tard, elle lit un magazine. Il y a un long article sur les femmes dans l'ombre des présidents. D'accord. Elle lit les portraits Proxal, Claude Pompidou, Anne-Aymon Giscard d'Estaing, Daniel Mitterrand, Bernadette Chirac. Et une fois de plus, elle n'est pas mentionnée. Son nom n'apparaît nulle part. C'est le choc de trop. Oui. La phrase qui la percute est terrible. Même dans l'ombre, elle n'existe pas. C'est le paradoxe ultime. On la cantonne à l'ombre et même là, on lui refuse une place. Et c'est à ce moment-là que la nécessité de parler devient plus forte que la volonté de se taire, Ce n'est plus de la dignité, c'est de la survie. de la survie existentielle. C'est là qu'elle commence à écrire. D'abord pour elle. Et puis finalement, elle accepte de parler à un journaliste. Mais sa démarche est très claire. Ce n'est pas la vengeance. Non. Ni la vengeance, ni le scandale. Elle le dit et sa phrase est rapportée. Je ne veux pas détruire sa mémoire. Je veux simplement qu'on n'oublie pas que j'ai existé. Et c'est toute l'intelligence et la puissance de sa démarche. Elle ne tombe pas dans le piège du règlement de compte. Ce qui aurait été facile. Très facile. Et ça aurait permis de la discréditer. Au lieu de ça, elle témoigne avec une voix calme, posée, une immense retenue. Elle ne crie pas, elle raconte. Et c'est cette retenue qui rend sa parole assourdissante. Et son histoire trouve un écho qu'elle n'avait jamais imaginé. Ah oui, Des milliers de femmes lui écrivent. Des femmes anonymes de tous les milieux qui se reconnaissent dans son histoire. pas forcément face à un président. Non, face à un patron, un mari, un père, face à un homme qui les a un jour rendus invisibles. Son histoire personnelle devient d'un coup universelle. Elle devient un symbole, malgré elle. Des sociologues, des journalistes se penchent sur son cas, non plus comme un fait divers, mais comme un cas d'étude sur l'effacement des femmes. Elle change de statut. Complètement. Elle n'est plus l'ex-femme d'eux. Elle devient une voix, une mémoire, une survivante. Elle a réussi à inverser tout le processus. D'objet effacé, elle devient sujet parlant. Son livre, au titre très sobre, « Ma vérité, journal d'une femme oubliée », est décrit comme un choc discret. Ce n'est pas un pamphlet, c'est un récit intime, sincère. Elle ne cherche pas à renverser la statue. Non, elle cherche, comme elle le dit, à compléter le tableau. Et c'est cette nuance qui rend son geste si fort. Absolument. Compléter le tableau, c'est une formule magnifique. Ça veut dire, l'histoire que vous connaissez, elle n'est pas fausse, elle est juste incomplète. Il manque un personnage. Il manque un personnage, il manque une perspective. Laissez-moi vous raconter la partie qu'on a découpée. En faisant ça, elle ne s'oppose pas au récit officiel, elle l'enrichit. Et du coup, elle le rend plus complexe et plus vrai. Alors, au final, qu'est-ce que cette histoire nous dit? On voit bien que ça dépasse le drame personnel. C'est une réflexion incroyablement puissante sur la façon dont on construit la mémoire collective. Sur les récits officiels. Oui, sur ces récits qu'on nous présente comme des vérités, et surtout les chapitres, toutes les personnes qu'on choisit de laisser de côté pour que l'histoire soit plus belle, quoi. C'est une leçon de lecture critique, en fait. Ça nous apprend à regarder derrière les biographies officielles, derrière les portraits parfaits des grands hommes. Qui sont les personnages secondaires? Oui, qui sont ces personnages qu'on a remerciés en les faisant disparaître de la photo de famille. Une phrase qu'elle prononce en souriant lors d'une rare interview résume tout. Le journaliste lui demande si elle a cherché la célébrité. Et elle répond. Elle répond « Je ne voulais pas être célèbre, je voulais être entendue ». Et en choisissant la justesse plutôt que le bruit, elle a non seulement été entendue, mais elle a aussi redonné une voix à beaucoup d'autres. Et son histoire nous laisse avec une question qui continue de résonner. En réussissant à compléter le tableau plutôt qu'à le détruire, elle nous force à nous interroger sur nos propres récits. Dans les grandes narrations qu'on accepte tous les jours, qu'elles soient politiques, historiques ou même dans nos propres familles. Qui sont ces figures fondatrices qu'on a peut-être transformées en ratures? Et quelle vérité essentielle sur nous-mêmes leurs histoires silencieuses pourraient bien nous révéler, si on prenait juste le temps de les écouter? Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chroniques du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.